120 000 euros. Voilà le type de financement que l'on peut vous aider à obtenir si vous voulez lancer des projets agricoles dans un pays comme le Cameroun. Et ça va être partagé à Back to Africa par Boris, mon ami chez qui je suis aujourd'hui, dans son académie de formation. On est ici dans un site qui fait à peu près 15 hectares, dans lequel il forme, vous avez plein d'étudiants là derrière, à la pisciculture, mais aussi à l'agriculture. Il va nous expliquer comment tout ceci a démarré, comment ça marche et comment vous aussi vous pouvez faire ça. On le sait tous, l'agriculture c'est un secteur qui a beaucoup d'opportunités dans nos pays, mais malheureusement, les gens ne sont pas souvent rentables parce qu'ils pensent très petit. Et le financement, bien évidemment, est un élément de blocage. Il se trouve que Boris a beaucoup voyagé dans le monde. Il est expert des Nations Unies, notamment dans les domaines agricoles, et il a fait le tour de l'Afrique et même du monde entier pour apprendre les meilleures techniques pour pouvoir les expliquer et former les Africains à cela. Dans ce centre, il forme à beaucoup de choses. Vous entendez là des oies, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses ici et je veux que vous puissiez bénéficier de son expérience. Voilà pourquoi on va faire une petite interview maintenant. On se reverra le mois prochain. Il sera à Back to Africa. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pris leur place, franchement, cette année, vous allez rater quelque chose si vous ne venez pas vraiment. Je vous invite à prendre votre place maintenant. Dans la barre de description, vous avez le lien pour pouvoir venir écouter des experts comme Boris, vous former, vous expliquer comment vous pouvez avoir des financements, les erreurs à ne pas faire quand vous voulez lancer un projet agricole, comment on peut se mettre à plusieurs pour faire des choses grandes. Bref, vraiment des masterclass à venir. Mais avant d'arriver là, on va commencer déjà par écouter Boris, à voir un tout petit peu ce qu'il fait ici. Et c'est juste très intéressant. Le jus que j'ai à la main, c'est clairement l'un des meilleurs jus d'ananas au Cameroun. Et il est fait par lui. Et il va vous expliquer comment il fait pour faire ses jus, comment il fait pour qu'il soit aussi sucré. Parce que lui, il fait de la culture à la transformation. Il fait même de l'élevage de vaches. Quand on va dans son pâturage, on a l'impression qu'on est en Europe, tellement c'est organisé. Bref, franchement, moi, je suis très impressionné par ce qu'il fait. Il était l'année dernière à Back to Africa, pas comme intervenant, il venait voir, prendre la température. Et cette année, il est prêt pour intervenir devant vous. C'est un formateur dans l'âme. Hein. Donc, en venant l'écouter à Back to Africa, vous allez repartir de là avec beaucoup d'apprentissage. Ce qui est intéressant à lui, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui a fait un grand cursus académique. Pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui est passionné pour les métiers agricoles, qui vit et qui transpire de ça. Vous allez le ressentir dans les prochains instants. Je ne vous en dis pas plus. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business, de développement du continent africain. Parce que c'est avec ça qu'on va faire que les choses bougent dans nos pays. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business pertinents sur le continent africain, je vous invite à venir à Back to Africa, l'événement que j'organise les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès à Paris, et pour lequel j'invite plusieurs experts comme Boris, qui sont des jeunes et qui font des choses incroyables en Afrique, et qui vont vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez venir saisir les meilleures opportunités ici. Parce qu'il y a beaucoup de place pour chacun d'entre nous. Mais pour ça, les amis, il faut qu'on vienne et qu'on les saisisse ensemble. Je ne vous en dis pas plus. Allons écouter Boris. Salut Boris. Ouais, salut Philippe. Comment tu vas? Je vais très bien. Ben écoute, très content d'être une fois de plus sur ton site. Merci beaucoup. Histoire de parler un peu de ce que tu fais. On te connaît comme pisciculteur. On va parler un peu de pisciculture. Ouais. Déjà, présente-nous un peu ton centre de formation. Ici, nous avons un centre de formation agréé par le gouvernement sur presque 16 hectares. Et nous faisons tout ce que nous faisons dans nos grands sites en petite quantité ici. C'est pour éviter d'amener les gens dans tous nos sites. Donc ici, tous nos élevages, le poisson, la culture d'ananas et les autres cultures, on le présente ici en petite quantité pour apprendre les gens à faire aussi de l'agriculture, à faire comme nous. Et sans les amener dans nos grandes exploitations qui peuvent nous causer des dégâts et tout. Est-ce que c'est vraiment rentable l'agriculture? L'agriculture est rentable, Philippe, si tu le fais à grande échelle. Il ne faut pas faire les petites quantités. Il faut vraiment produire à grande échelle. Aujourd'hui, on ne veut plus parler des champs de 10 hectares. Nous, on veut parler des champs de 200, 300, 500 ou 1000 hectares pour produire et transformer en grande échelle. Par exemple, les machines que nous produisons, les jus naturels aujourd'hui, nous faisons 2000 bouteilles par jour. Mais nous voulons passer à 3000 bouteilles par heure. Oui. Donc, d'ici 4-5 mois, on veut passer à 3000 bouteilles par heure. Ce qui montre qu'il faut faire en grande échelle pour s'en sortir. Quand on essaye, au début, on était en très petite échelle. Mais après, on a compris qu'il faut agrandir pour s'en sortir. Alors, aujourd'hui, par exemple, d'où est venue l'idée de faire la transformation d'ananas en jus d'ananas? Et est-ce que tu parviens à vendre ces jus d'ananas? C'est qui tes clients? Voilà. L'idée est arrivée qu'au départ, moi, je faisais la pisciculture et les employés avaient 2 heures de travaux par jour pour nourrir les poissons. Après les 2 heures, ils n'avaient rien à faire.
Ils avaient trop d'écart. Et moi, je trouvais que je payais les gars pour rien. À tout moment, je venais trouver des gars en train de dormir. Souvent, mes poissons ne mangent pas à l'air. Et moi, j'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. J'ai acheté les ananas, j'ai planté autour des étangs. Après, j'ai commencé à faire le fourrage des vaches à côté. J'ai vu que les gars, après avoir nourri les poissons, ils devaient aussi s'occuper des champs d'ananas. Quand j'ai fini de produire les ananas, je m'en vais au marché. Je dépose des ananas. L'ananas que je pense qu'on peut vendre à 500, le gars m'achète à 200. On me fait déposer le tas ici. Oh monsieur, portez ça, mettez là-bas. On m'a traumatisé au marché. J'ai réfléchi. Entre-temps, comme je suis consultant à l'ONU, on m'a mis en mission au Mexique. Je suis allé au Mexique. Arrivé, j'ai dit, mais est-ce que je peux visiter les champs d'ananas? Parce que comme je faisais déjà les ananas, j'étais intéressé de voir. J'ai visité un ami. Il m'a amené, il m'a montré le champ où il faisait des champs à très grande échelle. Et là, le gars, après avoir produit les ananas, les déchets, il faisait le jus, les déchets, il produisait la bière. Et il produisait, et il donnait aussi aux vaches. Il avait toute une ferme de vaches. J'ai dit non, moi je rentre et je fais la même chose. J'ai un peu regardé ces machines et tout. Le gars essaie de me cacher même. Après j'ai dit bon, tu me caches beaucoup, je donne combien? Il m'a donné le montant, j'ai payé. Il m'a montré les secrets. Quand je suis rentré, j'ai commencé à faire mes tests. Et moi, mes jus, dès que je commençais à goûter aux gens, tout le monde était intéressé. C'est vrai. Bon, là, toi-même, tu as goûté en premier, tu m'as dit, tu as le meilleur jus du Cameroun. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai goûté aux entreprises, les sociétés qui sont venues me visiter, les partenaires. Ils étaient intéressés. Comme aujourd'hui, moi, j'ai reçu la délégation qui est venue de Londres. Là, on a signé un accord où ils vont me prendre les jus en conteneur. Et là, ils sont intéressés aussi avec mes noix de cajou pour faire les livrer aussi les... On ne sait pas comment on va faire, mais il est prévu qu'on ait tes jus à Back to Africa. Ouais. Pour que les gens puissent goûter. Les jus sont vraiment très bons. Vraiment très bons. Et ce que j'ai regardé aussi au Mexique, pour que les jus soient vraiment bien sucrés et meilleurs, il ne faut pas faire les champs dans des... Je peux les donner, hein, c'est comme la formation. Oui. Il ne faut pas faire les champs sur la plateforme. Il faut faire sur les collines, comme vous voyez. C'est comme ça le secret en pente. En pente, ça rejette l'eau et ça gâte vraiment le jus. Le jus est concentré. Le fruit gâte son plus sucre. Et c'est ce qui fait que nos ananas sont très sucrés. J'ai envoyé... Il n'y a aucun sucre. Il n'y a aucun sucre. J'ai envoyé à un client en Allemagne. Il a dit non, les Allemands aiment beaucoup, mais ils ont peur qu'on ait ajouté le sucre. Ils ont passé à l'analyse, ils n'ont rien trouvé. Là, le gars, il m'a dit, les gars veulent que tu mets en canette, tu fais comme ça, tu nous envoies. Nous, on est prêts à prendre en conteneur. Là, en Arabie Saoudite aussi, ils sont intéressés. Moi, j'étais là-bas pour voir le combat de mon ami Francis Ngannou. Et là, dans l'hôtel où on a dormi, on a proposé. Les gars, j'avais ramené les échantillons. Toujours. Toujours. Dans ma valise, il y a toujours les échantillons pendant mes voyages. Les gars, ils sont intéressés. Ils ont dit, bon, trouve-nous une société ici en Arabie Saoudite, tu les envoies et ils viennent nous livrer dans les hôtels. Donc, les gars, ils sont prêts à acheter. Donc, quand c'est bon, on n'a pas besoin d'aller même dans les supermarchés. Aujourd'hui, je ne vends pas dans les supermarchés. J'ai mes points de vente à Bali, à Yassa et à Yaoundé. Les gens viennent porter les cartons. Moi, avant de produire, tout est vendu. Donc, à ce moment, je suis en train de chercher à augmenter plutôt les quantités. Par exemple, ce que j'ai produit cette année pour la fête de Ramadan, parce que les musulmans aiment beaucoup mes jus, j'ai produit 4 fois ce que j'avais produit l'année passée. Mais un client voulait acheter tout. J'ai dit, bon, si j'ai réfléchi, on m'a appelé, j'ai dit, si je vends tout aux clients, je paye les autres clients. J'ai donné les 1 tiers aux clients. J'ai dit, non, tu vas nous excuser. J'ai repartagé le reste aux autres clients et j'ai compris qu'il faut que je mette au moins fois 20 l'année prochaine. Fois 20. Ouais. Parce qu'en fait, à Back to Africa cette année, parce que du coup, Boris sera un de nos intervenants cette année à Back to Africa, beaucoup de gens veulent faire de l'agriculture. On en parle depuis des années. Hein. C'est ça. Beaucoup de gens veulent faire de l'agriculture. D'ailleurs, tu étais l'année dernière. C'est ça. Mais cette année, il sera là comme intervenant. Et la question que je veux te poser, pourquoi alors, les gens veulent venir faire de l'agriculture, ok? Oui. Tu viens de dire qu'il faut 100 hectares. Quand les gens entendent ça, ça les décourage. Ils se disent, non, mais ils sont déjà trop loin. Ouais. Moi, je peux faire 3, 4 hectares, mais 100 hectares, ça doit coûter trop cher. Et je n'ai pas d'expertise pour faire 100 hectares. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens comme ça? Bon, je vais dire aux gens d'oser, il y a beaucoup de manières pour approcher les gens pour avoir le terrain. Il y a les manières où nous, on a eu des espaces où on a payé au fur et à mesure. On a même produit sur le terrain pour payer le terrain. Donc, il y a la manière d'approcher les gens, de négocier l'espace.
Donc, si vous connaissez négocier l'espace, vous allez avoir de l'espace. Et même, par exemple, je ne connais pas, il y a la législation de plusieurs pays, mais ici au Cameroun, en ce moment, l'État favorise même les gens pour de revenir récupérer les espaces pour travailler. Il y a beaucoup d'espaces que les gens peuvent se mettre en groupe. Moi-même, je peux me mettre devant pour aller négocier les espaces qu'ils vont avoir pour faire de l'agriculture, même sans acheter. L'État peut leur donner des espaces pour produire et ils peuvent après refaire en concession. Ça dépend du deal qu'ils vont arranger. Et ils peuvent aussi aller dans les villages, négocier des espaces sans que ça pose des problèmes. Et après, ils ont des concessions. Et ils peuvent aussi négocier les terrains en bail à l'État. Ils arrangent avec l'État pour dire on va utiliser l'espace pour tel nombre de temps et tout. Il y a beaucoup d'espaces, les réserves même de l'État qui ne sont pas utilisées, que les gens peuvent utiliser pour un temps et l'État n'a pas de problème avec. Donc les gens sont seulement en train de se reculer en disant que non, les trucs sont dus. Et dans l'agriculture, les impôts ne sont pas comme... il n'y a même pas d'impôts. Et là, l'État a détaxé toutes les machines. Toutes les machines agricoles, vous pouvez demander. Tout ce qui est agriculture en ce moment aujourd'hui entre ici chez nous sans payer de taxes. Donc aujourd'hui même, vous voyez par exemple au niveau de l'aquaculture, on importe presque 500 milliards par an. Quand on importe 500 milliards, c'est une honte. Avec tout l'eau que nous avons, on a plus d'eau que tous les autres pays. On a plus d'eau, comme vous voyez. Par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas les maquereaux, certaines espèces dans notre mer ici, parce que notre mer est moins salée, parce qu'on a beaucoup d'affluents d'eau qui entrent dans la mer et c'est moins salé. Par contre, au Sénégal, par exemple, ils n'ont pas assez d'eau qui entre dans la mer comme nous. Donc, il y a les pays qui n'ont pas assez. Et pourtant, le Sénégal fait beaucoup plus de poissons. Ils font beaucoup de poissons. Et ils ont même les politiques qui sont mieux. Mais en ce moment, l'État a mis en face l'interprofession, dont je suis le vice-président, pour organiser la filière. Donc, maintenant, pour organiser la filière, on compte avec les banques locaux et l'État a mis même les fonds de garantie pour favoriser les gens à venir faire de l'agriculture. Ça permet que vous pouvez avoir certaines machines et l'État est garant que vous allez rembourser. Mais il ne vous donne pas l'argent, il paye le fournisseur de la machine, on vous installe la machine, vous travaillez pour rembourser et la banque fait le deal avec vous. Donc il y a des banques qui ont déjà eu ce fonds, qui attendent juste les gens qui peuvent venir récupérer ce fonds. Il y a beaucoup qui sont bénéficiaires, il y a peut-être les gens au Back to Africa qui vont être bénéficiaires. Oui, justement, parce que ça fait partie des choses qu'on va pouvoir aborder. Oui. Pour la partie agricole, donc je pense que vous l'avez compris, parce que Boris, justement, il a cette double expertise agricole et piscicole. Pour la partie agricole, donc s'il faut résumer, il est possible d'avoir des terrains en grande quantité. Et puis l'autre possibilité, c'est on peut les avoir déjà tout seul, en payant en plusieurs fois, ou alors en ayant un agrément avec l'État. Mais tu ne l'as pas dit, mais l'autre possibilité, c'est que les gens se mettent ensemble. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on va par exemple apporter à Back to Africa, c'est qu'il y a des terrains qui sont aujourd'hui déjà titrés, oui, sur des grandes quantités, qui va être possible pour des gens de pouvoir... comment je dis ça simplement, les gens vont pouvoir être propriétaires de ces terrains-là oui, en se mettant ensemble. En se mettant ensemble. Ils pourront pas. Oui, en se mettant ensemble. Mais chacun a sa parcelle avec son morcellement à son nom. Le jour qu'il veut quitter le projet, il peut céder à une autre personne, mais sans que ça dérange les autres. C'est ça. Oui. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, quand les gens se mettent comme ça ensemble, ils peuvent décider de faire la même culture, par voilà, exemple, et faire une usine. Et de faire une usine pour pouvoir transformer leur culture. Beaucoup plus facilement leur culture. Parlons rapidement de pisciculture parce qu'il faut qu'on y aille. Oui. Pisciculture, toi tu es l'un des plus grands, c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. On va dire, mais toi tu es Camerounais et tu ne connais pas Boris. C'est qui Boris? Il me dit, mais c'est l'un des meilleurs pisciculteurs d'Afrique. Ok. C'est vrai que tu es l'un des meilleurs pisciculteurs d'Afrique, c'est ce qu'on dit de toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici comme pisciculture? Ici, moi, je fais l'élevage de tilapia rouge, gris, les capres, les silus et les pangasus, un poisson qui fait la fierté du Cameroun. Et c'est un poisson qui a été introduit par moi au Cameroun avec beaucoup de négociations avec le gouverneur. Parce que rien n'est impossible ici, parce que les poissons rouges et les gris, je les ramenais de la Hollande. J'ai introduit ici au Cameroun avec l'accord du gouvernement parce que mon père a commencé l'aquaculture depuis 1970. Et là, il y avait des espèces où on a introduit au Cameroun depuis 1940. Donc, il y avait déjà la consanguinité. Pendant mes études, j'ai compris que on ne pouvait pas gagner de l'argent avec le poisson si on a les espèces qui ont déjà la consanguinité là et la croissance n'était plus bonne. Là, j'ai compris qu'il fallait refaire l'espèce, ramener la souche normale. Et j'ai regardé, il y avait la Chine qui pouvait nous donner, la Thaïlande et la Hollande. Et la Hollande était plus proche pour nous pour apporter. Je suis allé, j'ai travaillé avec les experts hollandais, ceux qui avaient le projet. Et là, ils m'ont d'abord vendu les alevins, j'ai élevé. Après, ils m'ont vendu les génitaires.
Je suis allé jusqu'à racheter toute la technologie des Hollandais pour m'installer au Cameroun avec, parce qu'aujourd'hui, les Hollandais ont fermé. Et je suis l'un des gens qui ont acheté la technologie en Afrique centrale parce que je livre jusqu'au Mali, tout ça. Et ils ont vendu à 4 structures en Afrique. Donc, je suis l'un des 4. Donc, c'est nous qui livrons les super mâles. Parce que si les tilapia, il faut lever rien que les super mâles. Il faut lever rien que les super mâles pour faire les alevins, pour que vous avez juste les mâles pour avoir une bonne croissance, pour avoir les tilapia que vous voyez chez Congèle comme avoir des gros tailles de tilapia. Là, ça, c'est des poils de tilapia qu'on a sexés avant de lever. Mais souvent, les pays utilisent l'hormone, qui n'est pas très bon pour la santé. Mais il y a la méthode avec le YY, qui est une manipulation génétique sans toucher les poissons, comme on dit. Donc, on travaille avec le chromosome. Et les super mâles ont le chromosome YY qui croise les femelles XX qui donne un mâle XY. Donc, c'est ça qu'on essaye de travailler pour améliorer l'espèce au Cameroun. C'est pour ça que je suis aujourd'hui consultant aux Nations Unies pour travailler dans beaucoup de pays de l'Afrique et même à Perenco pour aider les projets à se développer. Alors aujourd'hui, en termes de pisciculture, on a quand même un gros problème dans nos pays, c'est qu'on a beaucoup d'eau. Oui. Et pourtant, on importe énormément de poissons, le Cameroun y compris. Pourquoi la pisciculture n'est pas développée dans nos pays, comme ça peut être le cas de l'élevage de poulets? Bon, sans vous mentir, on a eu d'abord ce problème où, je peux dire, les Occidentaux nous ont caché beaucoup de secrets. Aujourd'hui, ces secrets, nous les avons déjà. On nous a bloqués sur la partie génétique, sur la partie technique des équipements industriels. Aujourd'hui, si vous voyez, par exemple, les cages que nous sommes en train de vouloir installer sur le nouveau site de la Dibamba, ce sont des cages industrielles que vous allez trouver en Norvège, en Chine, partout. Les cages flottantes. Les cages flottantes. Mais c'est fabriqué par nous-mêmes. Mais ce sont des cages que depuis des années, on nous cachait la technologie. Mais là, on s'est battu pour racheter, pour commencer à faire pour nous et à faire pour les autres pays. Comme le Pangasus, le Vietnam... Parle un peu du Pangasus, justement. Oui, le Pangasus, aujourd'hui, le Vietnam a conservé, lui seul, il a 95% du marché mondial. Par contre, le Pangasus pousse bien en Afrique ici, ça pousse partout. J'ai fait le test, j'ai des pangas ici qui ont 8-10 kilos. 10 kilos 10 kilos. Et là, les Pangasus, ce sont des poissons qui prennent plus de volume en quelques temps. C'est un poisson qu'en 6-7 mois, il a 2 kilos. Par contre, les Silus, même, en 6-7 mois, ils ont 1 kilo. Et là, les Pangasus passent dans tous les sauces. Lui, il accepte tous les épices parce que lui, il n'a pas d'odeur. Les Occidentaux disent que c'est un poisson sans odeur. Donc, il n'a pas d'odeur. Donc, tous les épices que tu mets, selon ton pays, ils passent. Donc, c'est un poisson qui ne glisse pas, il n'est pas comme les claras. Tout le monde consomme le panga. Donc, le panga, aujourd'hui, les États-Unis ont 26 licences au Vietnam pour envoyer aux États-Unis. Donc, moi, j'ai fait 4 voyages au Vietnam pour négocier. C'était très difficile. Et négocier le document avec le gouvernement du Cameroun pour faire entrer le panga, c'était très compliqué parce que tous les docteurs vétérinaires étaient contre moi. Mais à la fin, on m'a donné raison parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut le panga. Parce que j'ai réussi le business du panga. Et j'ai ramené les aliments de qualité pour travailler, améliorer. Et aujourd'hui, on a compris que la production, il faut d'abord l'espèce améliorée, l'aliment de qualité et l'espace sécurisé pour le faire. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec le système de bail, vous pouvez signer juste le bail avec le gouvernement. Vous payez des petits montants et vous vous installez à côté d'un cours d'eau ou un lac. Vous élevez le poisson parce que déjà, à côté du cours d'eau et le lac, 25 mètres appartient au gouvernement. Personne ne touche. C'est sa propriété privée. Donc, 25 mètres après la marée haute appartient au gouvernement. Donc, vous venez, vous ne négociez avec aucun voisin. Vous négociez avec le gouvernement, vous vous installez, il vous donne l'autorisation, vous produisez vos poissons. Et avec l'interprofession, on essaie de orienter les gens, comment ils vont avoir certains documents avec le ministère de l'élevage. Et vous Alors aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, un jeune qui nous écoute là maintenant, qui veut se lancer dans un projet agricole ou d'élevage, ça coûte beaucoup d'argent? Ça coûte beaucoup parce qu'il ne faut pas jongler, parce que le Covid nous a montré que il ne faut pas jongler, il faut vraiment faire gros, parce qu'au départ, quand il faut faire, par exemple, le poisson, si tu veux faire les caches, il faut faire minimum 7 caches. Parce que le système de la Banque mondiale où nous avons modifié lors de la dernière réunion avec la Banque mondiale, on a expliqué
Quand vous venez donner des financements, c'est le saupoudrage. Vous donnez des petits montants que personne va s'en sortir. On ne peut pas prendre un producteur, on lui donne peut-être un financement de 10 millions. Je dis n'importe quoi. Quand il a 10 millions, il ne peut pas faire, il va faire une production dans une cage ou un ou deux étangs. Il va faire 6 mois avant de produire. Après les 6 mois, pendant les 6 mois, il fait beaucoup de crédits. Et après, il vend. Il a encore 6 mois encore pour avoir l'argent. Là, c'est pénible. Par contre, s'il a un financement, je prends de 70, 60 millions, il fait directement 7 cages ou 7 étangs. Et chaque mois, il empoisonne ses poissons. Et dès qu'il commence à récolter, il récolte tous les mois et il empoisonne tous les mois. Ça veut dire qu'il devient comme un fonctionnaire. Ça veut dire que chaque mois, il vend, il paye ses employés, il se paye. Et là, il n'a pas de problème. Donc là, le gars devient autonome et c'est rentable pour lui. Mais par contre, si lui fait une petite quantité, il fait 6 mois avant de vendre, il va fermer à la deuxième année. On a montré, on a fait tous les tableaux. On a montré pour dire, voilà, la première ferme avait un étang, il ferme à la première année, avait 2 étangs à la deuxième année, 3 étangs à la troisième année, jusqu'au 5e. Ils ont compris que là, il faut revoir le système de financement. Parce qu'ils ont amené même des projets de financement, comme le dernier financement, qu'ils sont même rentrés avec l'argent, parce qu'ils ont compliqué. Ils ont pris l'Afrique comme les autres pays. Il ne peut pas demander, par exemple, à quelqu'un qui élève le bœuf ici, de lui donner le bilan de 10 ans. Il ne va pas lui donner. Le gars sait qu'il a ses 100 femelles. Il a croisé ses 100 femelles. Il a 80 000, il a 100 qui vont donner les mises bas. Il a au moins 85 bébés qui vont vivre. Et il vend, il gagne l'argent. Mais si tu veux lui l'amener trop l'école là-dedans, là, il va pas te donner ce que tu demandes, sinon il va te faire un faux papier. Et c'est ça qui marche pas avec la banque, parce qu'ils veulent toujours tellement de documentation. Et c'est ça qui tue le financement. Donc aujourd'hui, il y a des bailleurs qu'on a négociés, que les gens peuvent venir en Afrique et on les négocie des financements pour les gens qui sont sérieux. Il y a des financements de 120 000 € qui les permettent de s'installer pour commencer un projet rentable. Mais il faut qu'ils soient déjà au début dans l'activité et on l'accompagne à gagner, parce que il ne peut pas prendre le financement pour démarrer un projet, parce que on a compris qu'il y a un projet qui ferme après la première année. Dernier truc, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de se faire financer. Mais il faut avoir démarré quelque chose. Donc, ça. On peut démarrer avec un petit budget. C'est ça. Et aller se faire financer pour grandir. C'est ça. Tu fais des bœufs? Ouais. J'ai fait les bœufs parce que depuis tout petit, mon père, il avait les bœufs. Et là, quand j'allais avec mon père pour voir ses bœufs dans son ranch, j'arrivais là-bas parce que les bœufs restaient à plusieurs kilomètres de chez nous. Quand j'arrivais, je trouvais des petits veaux qui étaient très jolis. Et moi, je signais sur le veau que je rentre avec lui. Mon père n'arrivait pas à me laisser. Je disais, je rentre avec lui, je plais. Et là, on rentrait souvent avec les veaux qui étaient encore bébés. Et on était obligé de donner le lait à la maison parce qu'on ne pouvait pas rentrer avec la maman parce qu'il n'y avait pas l'espace. Et là, j'ai eu l'amour pour le bœuf. Et quand j'ai commencé mon projet d'élevage d'ananas, comme j'avais produit l'ananas, il fallait valoriser les déchets d'ananas. Là, il me fallait un ruminant qui va me... Là, j'étais obligé d'ajouter autant de bœufs parce que là, c'est encore rentable pour moi. Aujourd'hui, je vais même faire le lait qui va me donner les bœufs qui vont me donner le lait en ajoutant la peau d'ananas. Je vais avoir le lait avec le goût de l'ananas, quoi, avec le lait, avec le goût du fruit. Donc, avec ça, on pense que l'agriculture fonctionne en chaîne. Et sur la chaîne d'agriculture, par exemple ici, je fertilise les étangs avec les bousses de vache. Après, j'envoie l'eau des vaches, des étangs dans les plantations d'ananas parce que ça l'azote, ça ajoute encore l'engrais sur mes ananas. Après, quand j'ai fini de transformer l'ananas, les bœufs consomment l'ananas. Et après, dans mon champ, comme tu as vu la dernière vidéo, il y a beaucoup des arbres fruitiers. Les bœufs utilisent ça comme l'ombre et ils vont déféquer autour. Les arbres fleurissent tellement, ça me donne encore les abeilles qui me donnent du miel. Ça fait que nous, on vend un peu de tout dans le champ. Et là, avec les bousses de vache, avec les plantes que vous avez, on veut faire du biogaz pour avoir l'électricité ici, pour pouvoir pomper l'eau encore sans dépenser le carburant pour le groupe. Donc, on essaie de faire la valorisation de l'agriculture en chaîne pour éviter de polluer. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui viennent à Back to Africa ou qui hésitent à venir à Back to Africa cette année?
Non, vraiment, je conseille les gens à venir à Back to Africa parce que vraiment, le concept que Philippe a ramené, je lui ai même dit qu'il faut même plus tard faire to Africa. Ça veut dire ceux qui sont même déjà rentrés. Ça veut dire ceux qui vont rentrer et ceux qui sont déjà rentrés pour qu'on les montre les exemples de ce que nous sommes en train de faire. Je vous conseille tous de venir à Back to Africa pour comprendre ceux qui sont rentrés réussis parce que les gens fuient pour aller à l'étranger, mais aujourd'hui, je vous dis, je ne peux pas vous compter le nombre des expatriés qui arrivent ici pour chercher des terres, pour chercher les projets qui vont financer eux-mêmes pour devenir patrons. Parce que plus vous êtes en train de partir, eux-mêmes, ils sont en train de revenir. Parce que vous pensez que c'est bon là-bas, les gens vont aller venir s'accaparer de vos biens ici. Après, vous allez venir être locataire encore ici parce que n'oublions pas que ils ont construit là-bas avec nos biens ici. Et après, vous êtes en train de partir, rester. Eux-mêmes, ils vont revenir ici pour encore récupérer encore les terres. Après, on va revenir acheter chez eux parce aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup d'expatriés qui achètent les terres 100 hectares, qui veulent construire des maisons pour vendre. Pendant que vous travaillez là-bas, l'argent, là, vous allez retourner à eux ici l'argent, vous allez retourner à eux pour acheter les maisons. Ouais. Donc, on essaie les gens, avant de partir, il faut réfléchir. On ne refuse pas les gens de partir. On veut que vous arrivez, devenez des maires, les gouverneurs, les ministres là-bas, mais pensez à l'Afrique, parce que Back to Africa ne dit pas seulement qu'il faut rentrer, mais il faut penser à produire quelque chose en Afrique. Donc ça, c'est un peu ce que je peux donner comme conseil. Non, mais c'est très intéressant. Donc les amis, si vous n'avez pas encore pris vos places, vous pouvez le faire dans la barre de description. Ce qui est intéressant avec Boris, alors il a beaucoup de sites. Hein. Ici, c'est vraiment un site témoin. Vous allez voir les images, très jolies, très bien fait. Il a un site où il fait des bœufs que j'ai visité. Il a un site là où il fait les ananas. Il a sa propre usine dans laquelle il transforme ses ananas. Et puis, il fait beaucoup de poissons, beaucoup de poissons. On n'a pas eu le temps de vraiment creuser, mais je crois que c'était l'un des pionniers au Cameroun. Oui. Mon père a commencé depuis 1970. J'ai grandi avec mon père et j'ai continué sur les œuvres de mon père. Ça veut dire, au départ, ce que mon père n'a pas pu faire, j'ai voyagé beaucoup pour trouver la solution de ce qui m'avait dépassé avec mon père. Donc, pour améliorer. Et moi, je suis rentré créer mon propre site parce que chez nous, nous sommes nombreux et moi, je me suis retiré de mon père pour aller créer ma propre plantation et améliorer ce que je n'ai pas pu faire avec lui. Je reviendrai ici le mois prochain. Ouais. J'espère qu'on aura un peu plus de temps. Peut-être pour aller montrer d'autres choses. C'est ça. Les bœufs, par exemple. Oui. C'est magnifique, hein, ton pâturage. Merci vraiment beaucoup. On a fait un petit range avec les bœufs, avec les agrumes. Et vous allez voir comment les bœufs sont à l'aise. Dans le système, c'est comme en Europe. Parce que moi, je voyage tout le temps pour tricher et profiter pour ramener encore la technologie ici, faire les tests et partager la technologie. C'est un peu mon rôle aussi aux Nations Unies comme expert. Merci beaucoup, Boris. Merci, Philippe. Les amis, rendez-vous à Back to Africa. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a beaucoup à faire dans nos pays et il y a encore de la place. Donc, venez et investissez. À très bientôt.